Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'horizon du mercato qui se profile au PSG cet été. Luis Campos le prépare depuis quelques semaines en multipliant les rendez-vous avec des joueurs aux quatre coins de l'Europe dont la plupart des noms filtrent dans la presse. Il s'appuie aussi sur les potentiels départs de Neymar et Verratti pour constituer l'équipe de la saison prochaine. Tout ça sans avoir le son de cloche des Qataris de notre côté. On ne cessera jamais de le répéter. Tout ce qui sort dans la presse est à l'initiative de Luis Campos, donc tous nos avis sont conditionnés par lui et son équipe, sachant que c'est qu'une partie de la direction du PSG, qui a trois têtes. Nasser, la présidence, les propriétaires à Doha, la direction sportive Luis Campos, 3,5 si on veut rajouter l'entraîneur qui a quasi jamais son mot à dire, et donc on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie des Qataris qui peuvent sortir un nom de leur chapeau, comme Pochettino en décembre 2020 pour remplacer Tourelle après le licenciement surprise, alors que Pochettino se rendait au Qatar depuis le mois d'octobre, donc pendant 2 mois, négocier son contrat, passer ses entretiens dans le plus grand des secrets, sans que ça filtre dans la presse. Donc les Qataris n'ont aucun relais médiatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas trop quelles sont leurs volontés. Nous, supporters, Campos, peut-être qu'il en sait plus. Il a fait un voyage là-bas il y a une semaine qui a été annoncé par les médias. Et encore, on sait qu'ils peuvent très bien changer d'avis courant mois de juin. Ou alors, garder Luis Campos pour faire plaisir à Mbappé, lui donner un rôle politique, diplomatique. Et au final, resserrer les vis, gérer les dossiers mercato. Toutes les hypothèses sont sur la table et c'est pour ça que j'appelle toujours à la plus grande vigilance sur le dossier Mourinho par exemple, pour ne citer que lui. Parce que toute la cabale médiatique menée en ce moment, elle est clairement orchestrée par Campos. Bref, niveau budget, on sait que niveau fair play financier, on respecte un petit peu les règles. Donc pour cet été, un transfert à 100 millions, c'est envisageable. Mais on ne sait pas quelle enveloppe les Qataris ont décidé d'allouer. Peut-être qu'ils vont l'augmenter un beau matin, peut-être qu'ils sont aussi un peu concentrés sur Manchester United ou d'autres choses. Au niveau de Luis Campos, pareil, après les 2 mercatos loupés et le fait d'avoir mis Christophe Galtier à la tête de cette équipe, ils lui ont fait 100% confiance pour un échec à 1000%. Bon, on va voir, peut-être que sa marge de manœuvre, elle va être un petit peu restreinte, comme je vous l'ai dit, à un rôle politique diplomatique pour faire plaisir à Mbappé. Mais tout ça, on n'en sait rien. On le saura une fois le mercato terminé. Et puis il y a aussi Nasser, accessoirement, mais lui, avec tous ses postes, on sait très bien que il est un peu largué. Bref, tout ça pour dire que plus grande vigilance, surtout qu'on n'est que à la mi-mai. En général, ce qui se dit aujourd'hui ne se réalise pas au mois d'août, ou alors se réalise, mais complètement différemment. Hier, on est revenu sur le poste de relayeur droit au milieu avec Bernardo Silva pour remplacer Lionel Messi. Aujourd'hui, on va descendre d'un cran pour parler récupération, taille, dimension athlétique, physique évidemment et duel gagné. Voilà, avec un nom qui est déjà sorti l'été dernier, Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven, milieu défensif de 25 ans ivoirien que vous connaissez sûrement parce que il est en vogue, même si cette saison il est moins bon que la saison dernière. On l'a déjà cité au PSG. Alors, comme je l'ai dit, saison dernière, je pense que ça aurait été vraiment le moment parfait pour lui pour quitter le PSV. Parce que courant juin, il a eu beaucoup de clubs anglais, Chelsea, Liverpool après l'échec Tchouaméni, Manchester United avant qu'il fasse Casemiro, le PSG au mois d'août, et au final, il a prolongé. Malgré ça, la clause libératoire à 37 millions, elle est toujours valable selon les médias néerlandais. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sait qu'avec ce club, on n'a pas forcément de bonnes relations pour négocier une indemnité de transfert. Donc il est resté. Cette saison, il est un peu moins bon, même s'il est toujours titulaire. Et de notre côté, Luis Campos a toujours voulu ce genre de milieu grand, qui gagne des duels, un petit peu destructeur, travailleur, des mots qu'on a toujours un peu associés au mercato parisien sans pour autant trouver chaussure à notre pied, parce que c'est difficile. C'est difficile, dans un PSG qui a le ballon la plupart du temps en Ligue 1, d'avoir un milieu défensif comme ça, un petit peu moins créatif, surtout que tu te penches sur un système à 3 défenseurs qui donc te retirent un joueur plus haut sur le terrain sur les phases de relance, 3 défenseurs qui ne prennent
aucun risque, qui n'ont aucune personnalité à la relance, en plus d'avoir un gardien qui joue avec des palmes aux pieds. Si en plus tu te rajoutes un milieu qui, niveau créativité, c'est pas trop ça, ben la réalité, c'est que, à part un pic de performance sur tes matchs coup près, où là t'en as besoin, bah tu en tireras pas grand-chose. C'est une réalité, c'est quelque chose qui peut s'entendre, et je commencerai par là. Et puis surtout, au sein de l'effectif actuel, Danilo, Marquinhos peuvent remplir ce rôle. Et je pense qu'en fait, l'été dernier, Luis Campos voulait Ibrahim Sangaré ou un milieu de ce type. Mais Galtier a préféré mettre l'accent sur des milieux techniques. Bon, c'est un grand mot technique, vous me direz, mais c'est ce qu'il voulait sur le papier l'été dernier. Parce que il pensait à Danilo au milieu, qui a quand même été une solution à plusieurs reprises cette saison, notamment sur le match aller contre Lens le 1er janvier, souvenez-vous. Verratti a aussi été utilisé en sentinelle. Renato, contre le Maccabi Haïfa. Marquinhos, alors pas vraiment au milieu, mais dans un rôle un peu plus hybride. Bon bref, dans tous les cas, on ne le fait pas l'été dernier. Et au final, Galtier se plante complètement. C'est comme son histoire de groupe à 21 joueurs pour au final en convoquer 19 au mois d'avril, moment de la saison où tous les clubs européens ont les effectifs au complet, au sommet de leur forme. Nous, on en a plus à l'infirmerie que sur le terrain. Bon bref, toute l'année, Galtier s'est plaint du déficit physique parce qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, le joueur qui met le plus d'impact, qui gagne le plus de duels et qui a le moins peur d'y aller, c'est Renato. Problème, il est là une fois tous les 2 mois et pour une semaine avant de se répéter. Fabien Ruiz, Vitinha, il y a eu des matchs quand même où les statistiques étaient absolument lamentables en termes de duels remportés, mais même duels tentés. Soler, j'en parle même pas, c'est vraiment le prototype du joueur espagnol qui se fait bouffer par la dimension athlétique de la Ligue 1. Verratti fait une saison un petit peu moins bien, il tacle un petit peu trop. Techniquement, il a perdu ce côté tranchant, les ballons en hauteur qui permettent un petit peu de sortir du pressing et qui faisaient tout ce qu'on l'aimait. On ne l'a pas trop vu, à part contre 3 il y a 15 jours, ok. Et donc, selon des médias locaux, attention, alors Rick Elfrink, un journaliste spécialisé sur le PSV Eindhoven, lui il nous annonce que le PSG le suit attentivement, il y a la clause libératoire de 37 millions, son entourage aux joueurs a confirmé à beaucoup de médias néerlandais l'intérêt fort du PSG donc, pour cet été. Lui disait qu'il rêvait de la Première Ligue l'année dernière, en Première Ligue qu'il a courtisé. Heureusement cette saison, visiblement, pour l'instant, il n'y a personne. Même si City a loupé Bellingham, Bennacer out pendant 6 mois, je l'ai dit hier. Liverpool a besoin de se régénérer. Bon, Chelsea, je pense qu'ils ont assez de joueurs. Là, ils vont plus viser un numéro 9. Arsenal semble être sur des joueurs qui sont déjà en Première Ligue. Et United, bon, pareil, c'est plus le numéro 9. Bref. Donc, on est pour l'instant seul sur le dossier. Les médias hollandais, alors, il y en a qui nous disent que le club ne veut pas négocier, c'est la clause libératoire ou rien. D'autres nous disent que le PSV pourrait accepter de parler si tu offres 25-30 millions, ce qui me paraît être un prix assez raisonnable, surtout si tu décides de faire ta grosse recrue plus haut sur le terrain. Ce qui me paraît pas illogique parce que à ce poste de sentinelle, à moins de recruter vraiment le top mondial à 100 millions qui va changer la face de ton équipe, les joueurs à 50, voire même au-delà de 40 millions d'euros, ça me paraît un petit peu juste. On en a fait les frais ces dernières années parce que, comme je l'ai dit, c'est un poste au PSG qui est un petit peu difficile à appréhender. Voilà. Et puis surtout, pour la saison prochaine, j'ajouterais que il faut mettre Vitinha à ce poste-là. Vitinha, bon, il a vagabondé partout. Galtier l'a même mis numéro 10 à un moment donné de son 4-4 de losange. Ça n'avait aucun sens. On a vu que le dernier tiers, la surface de réparation adverse, c'est carrément une autre planète pour lui. Le contre-pressing, il ne connaît pas. Faire progresser le ballon ou alors dans des espaces réduits proches du but adverse,
il ne sait pas le manier. Donc pour moi, il faut le faire redescendre d'un cran dans le rôle qu'il avait un petit peu plus à Porto, voilà, là où il a plus de vision de jeu, un petit peu plus large, avec plus de solutions à la passe, évidemment. Et plus de temps pour intervenir à la perte de balle sur les passes, sur les phases de possession adverses. Bon bref, donc pour moi, Vitinha doit s'envisager à ce poste de sentinelle. Enfin, après, ça dépend aussi du système que tu veux mettre en place. Pour revenir à Ibrahim Sangaré. Écoutez, c'est un joueur, un profil qui me plaît, qui me séduit. Je dois vous le dire. Je suis vacciné, évidemment, à tous les joueurs qu'on recrute dans ces eaux-là et qui, au final, sont des flops, finissent au loft. Mais je dois avouer que celui-là, je le préfère à Manu Koné, par exemple, du Borussia Mönchengladbach, qui est aussi annoncé au PSG, même si lui, Manu Koné, à ce qui paraît, il ne nous voudrait pas, tout simplement. Bon, évidemment, c'est un milieu qui est très bon sans ballon, hein, pour le récupérer. Il fait 1m91, il est très fort physiquement. Duel aérien ou au sol, bah, il en remporte beaucoup par match. Couper les contre-attaques, chose que le PSG peine à faire, lui est plutôt tranchant là-dedans. Je citerai l'exemple du match contre le Real l'année dernière, les 3 buts qu'on prend, notamment un où Gay est attentiste sur la contre-attaque, où tu te dis mince, il faut un milieu destructeur. Bon, Ibrahim Sangaré, je ne ferai pas trop le lien avec ça parce que il vient du championnat néerlandais, on va quand même se détendre avant de l'envisager en Ligue des Champions, mais j'ai grossi le trait voilà, pour la gestion des contre-attaques, surtout quand devant, tu as des mecs qui ne font pas les efforts à la perte et qui surtout touchent tellement de ballons, prennent tellement de risques, Neymar, Mbappé, qu'ils en perdent aussi beaucoup. Et mathématiquement, plus tu perds de ballons, plus l'adversaire a de contre-attaques. Voilà, bref, c'est mathématique. Bon, au-delà de ses qualités athlétiques, Sangaré, techniquement, il maîtrise. Le tacle, par exemple, je crois qu'il en fait environ 3 par match, c'est quand même pas mal, malgré son 1m91. Même si vous me direz, avec Verratti, qui se perd complètement avec ses tacles pas maîtrisés et qui font qu'il est complètement dépassé cette saison, on n'en a pas forcément besoin. Mais dans tous les cas, il maîtrise. Il a des grandes jambes. Oh, c'est pas Victor Wembanyama, hein, mais voilà, il a des grandes jambes et ses duels, il les appréhende avec le haut du corps, mais aussi il arrive à bien récupérer le ballon, encercler l'adversaire sans faire faute. Voilà, c'est un joueur qui est plutôt intelligent, avec un côté roublard aussi. Un côté roublard hein, que les fans de Paredes apprécieront sûrement. Hein, Paredes qui va revenir. Alors la Juve devrait nous payer 2,5 millions pour le prêt, mais pas lever l'option d'achat, tout simplement. Le problème avec Ibrahim Sangaré, il y a des nuances. Sans ballon, évidemment qu'il ne va pas te proposer des solutions qui te font progresser le jeu, avancer le bloc. C'est quelqu'un qui préfère l'avoir dans les pieds, qui affectionne plutôt les passes verticales vers un joueur positionné entre les lignes. Alors ça, c'est plutôt pas mal, il gère, il est propre là-dedans. Maintenant, son jeu long n'est pas non plus exceptionnel. On peut le regretter dans un PSG qui a besoin, avec Hakimi, Nuno Mendes, avec surtout des adversaires qui jouent regroupés, qui cadenassent l'axe. On a besoin de milieux qui font des renversements, comme Paredes peut le faire par exemple. J'ai envie de citer Sergio Ramos, puisqu'apparemment il va prolonger. Voilà. Il faut absolument qu'il en fasse beaucoup plus, comme son match contre Ajaccio ce week-end. On l'a souligné dans le débrief, mais on l'a trop peu vu cette saison à la baguette techniquement. Marquinhos, pareil, à un moment donné, qui faisait ses ballons fouettés, là on ne les voit plus du tout. Donc c'est peut-être le petit bémol qu'on peut mettre à Ibrahim Sangaré, un jeu long pas vraiment développé. Le ballon, il préfère le garder dans les pieds, le porter parce qu'évidemment, il arrive à bien le protéger avec ses qualités athlétiques, mais aussi c'est un bon dribbleur. C'est plutôt pas mal à signaler, hein, quant à Vitinha et Ruiz qui peinent un petit peu hein, sur les changements de rythme, les 1 contre 1. Bon, c'est pas des choses qu'ils affectionnent les deux là. Bref, offensivement, il est bon de la tête. Quand tu fais 1m91, c'est logique. Il a une grosse frappe. Voilà, il peut te mettre des gros buts, même si ça, j'aime pas trop le mettre en avant, hein, parce qu'au PSG, on sait tous que les joueurs se perdent un peu. Là, Fabian Ruiz marque un petit peu ces derniers temps, mais par exemple, Paredes, quand il arrive, on dit qu'il a une grosse frappe. Au final, je crois qu'il met 2 ou 3 buts grand maximum au PSG.
que la plupart de ses frappes, elles s'envolent au 7e ciel. Et au final, dans le dernier tiers, ben, ceux qui ont le ballon, c'est pas nos milieux. C'est Mbappé, Messi, Neymar. Voilà. Et le numéro 9 qui, on l'espère, va arriver. Comme je vous l'ai dit, bon déjà, on ne cessera de répéter, pister des joueurs sans connaître ton entraîneur, je ne comprends pas le principe. Ensuite, la question du système. Si tu veux mettre en place ton système à 3, même un 3-5-2, avec un milieu où donc tu as une espèce de point de basse, je mets quand même un gros bémol sur Ibrahim Sangaré parce que, encore une fois, tu as 3 défenseurs avec Danilo, Marquinhos qui peuvent remplir le rôle de Sangaré. Si tu as donc à la relance Donnarumma qui envoie des parpaings en touche, Danilo qui est techniquement pas extraordinaire, vous pouvez tout me dire, hein, il mouille le maillot, il respecte l'institution, machin chouette, mais techniquement c'est pas le gratin européen. Marquinhos qui en a plus rien à faire et dans son fauteuil. Skriniar, c'est pas non plus la première de ses qualités. Hein. Ramos, bon, qui a décidé de se réveiller ces dernières semaines, mais pour la prolongation. Si en plus devant eux, tu mets encore un joueur qui n'a pas cette dimension-là, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, si tu joues en 4-2-3-1, c'est quelqu'un qui est un expert du double pivot Sangaré, donc ça peut être plutôt pas mal. Hein. Sangaré, Bernardo, Sangaré, Verratti, ça a plutôt de la gueule. 4-2-3-1, 4-3-3, voilà, avec Sangaré, Bernardo, Verratti devant lui. Je prends, je signe. Sangaré, Barella, Verratti. Bon bref, Barella ne viendra jamais. Hein. C'est une lubie de ma part. C'est plutôt pas mal. Maintenant, pour le système A3, bon, j'ai quelques doutes, mais de l'autre côté, j'ai aussi des doutes sur le système A3, encore une fois, parce que il faut absolument recruter des seconds couteaux pour que ce système s'inscrive sur la durée. Parce qu'aujourd'hui, à part les titulaires, dès qu'il y en a un qui saute, le système ne ressemble à rien. Et tu es obligé de repasser à 4 derrière avec une autre animation. Donc, dans ce cas-là, signer Ibrahim Sangaré, ce serait plutôt logique. Bon, voilà. Il a 25 ans. Donc c'est pas non plus le profil 21 ans avec des qualités distinguées que tu dois développer parce qu'il a une marge de progression. Là, 25 ans, les qualités, tu les connais. Tu vas avoir le pic de sa carrière physiquement, 27-28 ans. Mais pour le faire progresser, pour le modeler un petit peu à ta façon, pour qu'il colle à ta philosophie, ça, je pense que tu peux repasser. Voilà. Ensuite, il joue aux Pays-Bas, donc on va se détendre. Hein. C'est un championnat, on ne va pas lui manquer de respect, bien évidemment. Mais voilà, on le voit avec certains joueurs à l'exportation qui peinent un petit peu. Là-bas, tu peux exceller et après en Ligue 1, peiner un petit peu plus. Même si la Ligue 1, il la connaît. Il a joué à Toulouse. Je crois qu'il a même joué avec Manu Koné, tous les deux sur le terrain à Toulouse. Mais ça, je ne suis pas certain. Donc, au niveau de l'intégration, pareil, hein, voilà, francophone et tout ça, c'est plutôt pas mal à noter. Bref, donc c'est une piste qu'on valide. Maintenant, si tu as en tête de faire ton système à 3 et d'aller au bout de ton idée, je ne suis pas trop pour. Mais de l'autre côté, aller au bout du système à 3, est-ce que c'est possible aujourd'hui au PSG? Vu comment l'effectif est défaillant, vu comment tu manques de profil pour inscrire ce système dans la durée, le faire résister aux absences des titulaires, c'est compliqué. En plus, visiblement, tu vas faire un all-in sur ton numéro 9 cet été. Recruter un numéro 2 à Nuno Mendes ou Achraf, c'est pas trop le sujet. Un central gaucher, visiblement, Campos va s'obstiner à ça, mais on va voir s'il va réussir. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette piste. Et puis concernant le prix, bon, si on peut le négocier à 30 millions, c'est pas trop mal, puisqu'encore une fois, comme c'est un poste, le milieu défensif au PSG, avec ce genre de profil, en Ligue 1, tous les samedis, c'est pas le mec qui va te faire la saison du siècle. Parce que quand tu joues dans la moitié de terrain adverse 60% du temps, c'est sûr qu'un Ibrahim Sangaré, il joue pas sur ses qualités. Maintenant, sur les sommets de ta saison, qui sont évidemment très rares au PSG, puisqu'à chaque fois ça s'arrête mi-février. Mais bon, sur ces dernières années, par exemple, on peut rajouter le match contre Lens, où à chaque fois on se dit, au milieu, on va se faire bouffer. On prend des bouillons depuis 2 ans. Ibrahim Sangaré pourrait t'aider aller-retour contre Lens en Ligue 1 pour prendre les 6 points. Voilà. En Ligue des Champions, pareil, contre les équipes qui te pressent dans ton objectif aussi
d'accepter ce pressing, d'accepter de jouer défensif pour miser sur les contre-attaques éclairs avec évidemment Mbappé, la meilleure arme du monde, pour la prise de profondeur. Voilà, globalement, ce que j'avais à en dire. Galtier, pas retenu au trophée UNFP, ça c'est quand même une information qui pèse. Alors l'année dernière, Pochettino, c'était pareil, hein, mais là c'est quand même énorme, parce que ces trophées, c'est pas les journalistes, hein, c'est les entraîneurs eux-mêmes qui donc votent pour leurs collègues. Alors, je sais pas trop, ça dit que c'est le trophée de meilleur entraîneur de la Ligue 1, mais il y a l'entraîneur de Toulouse qui est dedans, visiblement pour la Coupe de France, qui y est pour beaucoup. Coupe de France où Galtier s'est lamentablement vautré contre Marseille. Ligue 1 où, bien sûr, qu'il n'a rien imprimé à son équipe, mais enfin, bon, je l'aurais bien mis quand même à la place de Fonseca. Pas évidemment que voilà, le trophée doit revenir soit à Tudor, soit à Franck Hez, pas de problème là-dessus, mais au moins nommer Galtier dans les 5 nommés. Voilà, je le défends. Et c'est quand même très très fort, voilà, de le voir disqualifié par ses collègues, parce que c'est quelqu'un qui est français, qui est quand même qui était consensuel avant son arrivée au PSG, très apprécié dans le paysage. Hein. Il n'y a qu'à voir ce que Bonne-Mère en dit, par exemple, hein, ses anciens joueurs, bon, à part sur cette histoire, hein, parce que évidemment, s'il n'est pas nommé, je pense que oui, il y a le fait qu'il n'a pas mis la patte sur le PSG, mais aussi il y a toutes les histoires extrasportives de cette saison. Je ne sais pas si on se rend compte, mais alors, on peut penser au racisme, bien évidemment, parce que les votes ont été clôturés il y a un mois. Il y a un mois, c'était quoi? L'histoire de racisme à Nice, en pleine bourre. Malheureux hasard, évidemment, pour Christophe Galtier. Et aussi, je rajouterais l'histoire du char à voile, parce que je pense que, évidemment, l'histoire du racisme est beaucoup plus grave que le char à voile qui était anecdotique, mais paradoxalement, le char à voile a beaucoup plus fait parler pour moi que le racisme. Je pense que les histoires à Nice, c'est sorti un petit peu de la sphère football, mais ça n'a pas atteint tous les foyers de France. Alors que le char à voile, c'est allé jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tout le monde en parlait sur les plateaux télé pendant 2 ou 3 jours. C'était la folie totale, cette histoire. Mais vraiment dingue, hein. Évidemment qu'il n'avait pas mesuré la mesure du poste où il était. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bref, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.